Alors bonjour à ceux que j'ai pas pu saluer encore. Donc on va essayer de parler des Linux Security Modules, donc de l'architecture. Voilà. C'est assez large, donc je vais surtout parler en fait des contrôles d'accès et des modèles qui sont liés à l'implémentation de ces contrôles d'accès. Alors bien sûr, Linux Security Module, c'est trois mots et le mot-clé c'est Security. Donc attention, zone de troll, port du casque obligatoire. Ça, il n'y a pas photo. Donc je vais commencer avec un truc que je suis tombé dessus cette semaine, c'est un XKCD qui est assez ancien. Et donc il met en scène deux situations, donc les nerds, donc à gauche c'est vous, et puis vous avez la possibilité de casser un laptop qui est encrypté. Ça va coûter $1 million, mais malheureusement la clé ça va être un peu trop dur. Le plan est foireux. Et en fait il y a une autre possibilité, c'est de droguer le gars qui a le mot de passe, le frapper avec une clé qui coûte $5 et récupérer ce mot de passe, et vous aurez accès au file system. Donc c'est assez comique, mais ça signifie une chose, c'est que la sécurité c'est un concept global. Et en fait, la sécurité, fonctionne par un principe de couche. Donc on ne peut pas dire que grâce au LSM, on a un système sécurisé. Parce que celui qui porte le mot de passe, on peut toujours le frapper et le droguer. Nous, on va s'intéresser au contrôle d'accès aujourd'hui uniquement. Donc sur ces contrôle d'accès, donc ça on va voir ça tout à l'heure. Alors sur la sécurité globalement, le principe de sécurité en fait c'est quelque chose qui est assez ancien en informatique puisque ça date des années 70 et ça suit toujours à peu près le même modèle, la même logique. Il y a toujours la conception d'un modèle formel qui peut être mathématique ou simplement expliqué. Il y a toujours une implémentation, qu'elle soit hardware, software, et puis derrière il y a des gens qui ont commencé à faire de la vérification, donc ça c'est par exemple l'Orange Book, le Trusted Computing System, je sais pas quoi, le Orange Book du DoD. Donc ça date des années 70 et qui est l'ancêtre des critères d'évaluation, les Common Critters, qui vous permettent d'évaluer un produit. Alors pour moi, en fait, la sécurité, c'est un mot qui, concernant les LSM, c'est un mot qui est très vaste et qui n'a pas vraiment de signification. Quand je parle des LSM, en fait, je préfère parler d'outils d'administration, réseau, système, ou ce qu'on veut. Et cet outil, en fait, il a une portée sur la sécurité. Il a une conséquence sur la sécurité. L'exemple parfait, c'est de dire qu'un UID, c'est aussi un outil de sécurité. Parce qu'il y a le root et il y a les autres utilisateurs. Donc on peut faire de la sécurité. Mais en réalité, ce n'est pas un élément de sécurité. C'est un élément système. Donc, toujours dans l'avant-propos sur les LSM, donc, c'est un framework. Donc proposant des vérifications de sécurité. Les LSM permettent de dire qu'un système fait un niveau de fonctionnalité qui assure un thème de sécurité. On va voir ça dans le détail. Donc la plupart des mécanismes, je vais parler que des systèmes, les Mandatory Access Control, les mécanismes de contrôle d'accès, qui sont dans le kernel officiel. Donc vous les connaissez, c'est ce Linux, Tomoyo, Mac, apparemment. Donc ces implémentations-là, en fait, elles reposent toutes sur des modèles systèmes, sur des modèles formels qui ont été développés pour la plupart il y a presque 30 ans. Sans aucun de ces systèmes chargés, un kernel Linux utilise les capabilities. Donc ça, peut-être vous en avez déjà entendu parler aussi, c'est quelque chose qui est basique. On va voir après les différences qu'il y a entre ces deux, le Mac et les capabilities. Donc le plan que je vais vous proposer en fait de suivre, c'est essayer de voir quels sont les modèles formels. Donc un peu de théorie, on va pas en voir 10 parce qu'il y en a énormément. On va en voir quelques-uns, mais très simplement. Donc basé sur des contrôles d'accès uniquement. Et puis bien sûr en premier, qu'est-ce que c'est qu'un contrôle d'accès? On va voir l'implémentation dans Linux, mais je ne vais pas vous montrer du code, parce que ça, il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez le voir, c'est dans le dossier security du kernel Linux. Donc on va essayer de voir rapidement les hooks dans l'infrastructure LSM. Et puis après, je vais parler aussi de ce qui est en fait un virage dans le projet LSM depuis à peu près 2 ans, 3 ans, qui sont en fait les fonctions partagées entre les systèmes, entre les modules de sécurité. Enfin, on va partir dans la partie un peu plus trollesque, qui sont en fait des réflexions que j'ai et des critiques, mais en fait sous forme de questions, donc vous serez invité à participer. Donc sur les modèles formels,
Donc un modèle formel, en fait, ça sert uniquement à préciser et à arrêter une politique de sécurité. Donc vous avez envie d'écrire des règles de sécurité, il faut savoir comment vous allez les mettre en place et comment elles fonctionnent et comment elles sont régies. À la base, le premier gars qui fait ça, il a soit une idée fondatrice, un nouvel élan, une nouvelle théorie, qu'elle vienne des maths ou de l'algèbre, des intérêts ou des ensembles, peu importe, ou alors il a une technique. Il se dit, tiens, dans un système, si dans le kernel je fais ça, une astuce, un hack, alors j'ai un mécanisme qui me permet d'assurer une fonctionnalité de sécurité. Le formalisme, il est introduit dans le modèle uniquement pour expliquer clairement son idée. Et ça, c'est très important. Ce modèle, ensuite, selon les critères communs, il est capable d'être vérifié. Donc, vous connaissez peut-être les certifications de produits. Donc, c'est les EAL, EAL 4, 5, pour ceux qui font de la sécurité. Ce sont des niveaux de sécurité. Et dans l'Orange Book, dans ces niveaux, vous avez premièrement aucune vérification. Et au dernier niveau, tout en haut, on vérifie même mathématiquement que l'implémentation est conforme au modèle formel. Donc ça, c'est très compliqué. Je crois qu'il n'y a qu'une seule entreprise qui fait ça en Australie. Alors on va voir quelques modèles. Donc là, c'est des exemples de modèles. Donc je le mets en note pour que vous puissiez aller chercher par vous-même. Donc celui que vous avez peut-être entendu le plus parler, c'est le Bell Lapadula, donc qui est celui en fait qui est derrière SE Linux et qui date de 1973 quand même. Donc c'est pas d'aujourd'hui. On va voir précisément le LOMAC, qui est donc ça j'ai un slide après, donc je vais vous en parler, et la matrice de contrôle d'accès, donc aussi qui est un système toujours utilisé aujourd'hui, un modèle formel toujours utilisé, mais qui est quand même assez ancien. Alors le LOMAC, c'est un mécanisme de watermarking sur des objets. Donc on va prendre un exemple simple, c'est celui du fichier. Vous avez un fichier et des gens accèdent à ce fichier. Le LOMAC, il vous explique qu'au départ, donc vous avez une flèche de temps, on part de la gauche vers la droite, au départ le fichier il a une marque qui dit que son niveau de confidentialité, c'est qu'il est non classé, il est non confidentiel, il n'est rien du tout. La première fois, vous avez un individu, moi, qui est à un niveau de confidentialité confidentiel. Je vais aller lire ce fichier ou je vais écrire ce fichier. On va changer la marque de cet objet, de ce fichier, et on va le rendre confidentiel. Un deuxième individu va aller lire ce fichier. Lui, il a une accréditation secret. Il va faire monter la marque de l'objet, du fichier, à secret. Notre première personne, qui est toujours en habilitation non classée, va essayer d'atteindre ce fichier, qui est maintenant marqué secret, et il ne va pas pouvoir parce qu'il n'est pas habilité. Donc on a un espèce d'ascenseur qui en fait retient la plus haute habilitation nécessaire, et qui va donc protéger l'accès à ce fichier. Alors je ne sais plus si ça c'est le low ou le high watermarking, mais il y a la même chose en fait dans l'autre sens. On part d'un fichier qui est hautement protégé et on va dégrader son accès. Ça existe aussi. Ce modèle-là, il n'est pas implémenté dans Linux, mais en fait je l'ai pris en exemple parce que c'est celui qui est intrinsèquement très, très simple à comprendre humainement. Il a été implémenté dans BSD, mais il a été implémenté dans le kernel 2.2, donc ça remonte, mais il n'y a plus de patch pour celui-là, et par contre il est implémenté dans BSD. Alors je ne sais pas si l'état dans le kernel BSD, mais voilà, il existe quand même. Rien ne vous empêche demain de rentrer et de coder ce modèle-là et de le proposer dans le kernel Linux. Le deuxième modèle formel que je voudrais vous présenter, en fait, il est basé sur les matrices de contrôle d'accès. Donc là, c'est un peu plus global comme idée, donc on va avoir 2 ou 3 slides. Donc les contrôles d'accès, les matrices de contrôle d'accès, en fait, elles fonctionnent sur l'idée qu'il y a toujours un sujet. Donc un sujet, c'est dans un système d'exploitation comme Linux, ça va être un utilisateur ou un processus, par exemple. Mais ça peut être vraiment plus abstrait que ça. Et donc un sujet qui va accéder à un objet, à une ressource. Donc ça peut être une zone mémoire, ça peut être un fichier, ça peut être le réseau, etc. Et au milieu, on va mettre un contrôle d'accès. Ce contrôle d'accès, donc c'est la porte d'entrée ou non. Et ce qui est important, c'est que ce contrôle d'accès, il est basé sur un modèle formel,
Mais le modèle formel, lui, il permet de créer la politique d'accès, la politique de sécurité. En fait, le contrôle d'accès en lui-même, c'est rien, c'est qu'une boîte. Ce qui est important, c'est qu'il ait un translateur, un équivalent vers la politique d'accès, ce que vous voulez vraiment appliquer sur votre système. Donc la matrice de contrôle d'accès, donc là j'ai pris trois individus au hasard, et j'ai pris 3 fichiers aussi, et un répertoire, 2 fichiers et un répertoire à droite. Donc ça concerne les mécanismes de contrôle d'accès. Donc les mécanismes de contrôle d'accès, en fait, ils fonctionnent de la façon où donc vous avez reconnu, hein, à gauche c'est les sujets, à droite c'est les objets. Les objets, en fait, ont des propriétés. On est capable de faire quelque chose sur eux, d'agir sur eux. Et en fait, c'est ces propriétés-là, ces actions-là, qui sont reliées au sujet. Et donc les sujets ont la capacité d'actionner ou non ces actions. Donc par exemple, pour ETC Password, on a un read et un write, parce que c'est un fichier, j'en ai pris 2, mais peut-être d'autres possibilités. Détruire le fichier, par exemple, c'est aussi une action. Et donc sa lecture, ETC Password, n'est possible que par AEGAP et Samir. Au milieu, ce qui permet ça, c'est le contrôle d'accès. J'ai marqué capabilities en bas parce que les capabilities, elles ne fonctionnent pas dans ce sens-là. Les capabilities, en fait, elles vont avoir toujours les objets à droite, mais les actions, elles sont de ce côté-là. Elles sont du côté du sujet. Le sujet, en fait, a une habilitation. J'ai pas fait le slide, j'aurais peut-être dû, mais l'user AEGAP va pouvoir écrire ou lire certains fichiers. Ça marche dans l'autre sens. C'est l'utilisateur, le sujet, qui a l'accréditation, l'habilitation de faire des actions. Alors que dans le contrôle d'accès, c'est la ressource, l'objet, qui a des possibilités d'action. Voilà la matrice finale qu'on obtient. Donc la matrice finale, bon, elle est quand même assez simple à comprendre humainement. Ça marche par intersection de ligne colonne, donc un utilisateur SAM, un fichier TMP foo, et je vais pouvoir le lire. Voilà comment on va pouvoir, donc du coup, créer sa politique d'accès. Sa politique d'accès, c'est remplir ce tableau. Donc bien sûr, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a des gros problèmes qui sont, ok, l'utilisateur AEGAP et l'utilisateur SAM, qu'est-ce qui les distingue? Il y en a un qui est secrétaire, l'autre qui est ingénieur, il y en a un qui est dans la direction, l'autre qui ne l'est pas. Il va falloir commencer à penser à une catégorisation et à une classification et un groupe. Donc là, il y a des choses qui sont faites, on ne va pas trop en parler, mais je veux juste vous faire sentir en fait le slide suivant, qui est qu'on a un domaine en fait, un domaine pour un sujet. Donc chaque domaine, c'est les ronds, et dans chaque domaine, on a un sujet. Et dans un domaine, un sujet S0 ou S1 peut agir sur des objets qui sont dans son domaine. La problématique première, c'est les intersections, les objets qui sont manipulables dans 2 domaines, par 2 sujets différents. Et c'est là qu'intervient justement le modèle formel. Le modèle formel, il va avoir des règles mathématiques qui sont très semblables en fait à ceux de la théorie des ensembles. Donc, des ensembles, il y a des inclusions, des intersections, il y a des relations, supérieur A, inférieur A. J'en ai pas mis parce que j'ai pas envie de parler de ça. Mais ça, vous pouvez très bien chercher ces modèles-là sur le net, ils sont disponibles pour tous les modèles de contrôle d'accès. Et vous pouvez gérer le cas où un objet est à l'intersection de 2 domaines et qui a la priorité et comment ça se passe. Donc voilà la problématique qui est derrière les matrices de contrôle d'accès. Alors, on a vu qu'il y avait le LOMAC, on a vu qu'il y avait des mécanismes, des modèles formels qui donnent des relations d'accès soit aux ressources, soit des habilitations. Mais en fait, il y a aussi des modèles qui sont créés par fonction de sécurité. Alors, il y a une slide plus tard qui va tous les lister, mais là, je vous mets 2 exemples, l'intégrité et la confidentialité. Donc l'intégrité, c'est uniquement se dire, je veux que mon système, si je l'éteins, quand je le rallume, personne qui ait fait de modification dessus. Vous avez un file system, vous l'éteignez, vous voulez que quand il soit rallumé, vous voulez la preuve et la certitude, ou être alerté, que personne n'a été altéré des fichiers qui sont dedans. Donc c'est très basique, ça peut être simplement faire un hash de tous les fichiers, puis une signature avec un certificat en TPM par exemple.
Mais pour ça, il faut savoir comment on le fait et comment on le valide, etc. Et là, c'est le modèle formel. Donc vous avez Biba et Clark Wilson qui sont deux exemples. C'est pareil, hein, vous pouvez très bien télécharger des PDF et lire ces slides. C'est assez vieux quand même, mais bon, c'est assez basique. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces deux modèles ne s'intéressent qu'à l'intégrité du système. Et donc, vous n'allez pas avoir de fonctionnement sur la confidentialité ou sur le contrôle d'accès en lui-même. Un autre exemple donc, qui est exclusif, c'est la confidentialité. Vous avez trois autres modèles qui ne vont pas vous prouver quoi que ce soit sur l'intégrité. Et le problème dans le noyau Linux qu'on a sur les LSM, en fait, c'est qu'on ne peut charger qu'un seul, pour l'instant, un seul modèle de sécurité. Et ça, c'est un problème parce que si vous chargez un modèle que vous avez développé du type Biba qui gère l'intégrité, vous laissez tomber la confidentialité. Et donc sur votre système, vous n'aurez pas de confidentialité. J'ai décrit en fait trois exemples, mais je pense qu'on peut passer. Ouais, on va pouvoir passer. Si, peut-être le bel Lapadula, qui en fait, lui, est un mécanisme donc, de classification des objets et d'habilitation des sujets. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir habiliter des sujets, on va pouvoir dire que tel sujet est un général ou un soldat, si on est dans l'armée. Et donc, il a accès à une catégorie d'objets qui seront, par exemple, tous les documents qui sont pour l'invasion de pays étrangers ou alors pour la gestion de la bouffe à la cantine. C'est deux catégories totalement différentes. Et sur Linux, ça marche comme ça. Vous avez des catégories du type HTTPD qui représentent l'ensemble des applications serveurs HTTP. Alors les implémentations dans Linux, il y a deux thèmes principaux dont je veux parler. Il y a l'infrastructure de Hook, donc ça c'est très basique. Et puis on va voir aussi quelque chose qui est apparu justement depuis 2 ans, c'est ces fonctionnalités partagées. Donc sur les LSM, c'est assez basique en fait, il n'y a qu'un seul gros truc, quoi. Ça se passe dans security.h, il y a une structure security operation, et dont tous les membres en fait sont des fonctions d'implémentation. Vous allez pouvoir dire, ma fonction qui gère le task kill, ça sera foo task kill. Et dans cette fonction, je vais dire au système si on a le droit ou non de tuer une tâche. Si le sujet qui veut tuer une tâche a le droit ou non. On intercepte ça. Donc ça, bon, là-dedans, il y a SMAC et ce Linux à part mort Tomeo. Il y a pas mal d'opérations. Alors ces hooks, en fait, ils vont et ils viennent selon l'utilisation. Il y a des hooks qui ont été dans le kernel pendant assez longtemps, qui n'ont pas été utilisés, qui ont été supprimés. Mais la communauté LSM est assez restrictive quant à l'intégration de nouveaux hooks. Il faut vraiment justifier, etc. C'est assez compliqué. Et puis il y a déjà beaucoup à faire sur le reste. Alors quand vous voulez développer justement un modèle formel, implémenter un modèle formel, vous allez devoir utiliser ces hooks d'interception et implémenter vos fonctions aux endroits de ces hooks. Je dois avoir un slide, ouais, voilà. Donc vous êtes, on prend un exemple, depuis le user space, vous avez une application qui va faire un appel système, pensez à un read sur un fichier. Et dans l'appel système, dans le read, vous allez intercepter qu'on est en train d'effectuer un read, vous allez prendre quelques informations qui vous intéressent, vous allez envoyer ça au contrôleur d'accès, et le contrôleur d'accès va vous donner sa décision, est-ce qu'on a le droit d'exécuter cet appel système ou pas. Et ça, c'est l'infrastructure LSM qui est assez ancienne, elle a résolu un problème qui est le tuk-tuk, donc c'est le time of check, time of use, qui en fait nous assure qu'au moment où on fait la vérification de l'appel système, on est en train de l'utiliser. Et donc on n'a pas de problème de race condition. Un des problèmes qui était apparu dans les premiers systèmes BSD, c'était que la vérification en fait elle se faisait soit avant, soit après l'appel système. Et ça c'est problématique. Parce qu'entre temps, on a pu modifier le système, il n'y a rien qui nous l'assure. Donc on veut accéder à ETC Password. Je vous garantis que vous avez le droit d'accéder à ETC Password. Et puis le temps que vous retournez et que vous disiez chouette, je vais aller lire, je vous change ETC Password par un lien symbolique ou peu importe. Et ça, c'est le système qui le fait. Et là, non. Là, on est dans l'appel système, donc c'est assez atomique. Donc,
on abandonne l'infrastructure LSM et on va passer à ce que j'appelle en fait les fonctionnalités partagées. Donc il y a plusieurs modules qui sont apparus et il y en a qui ont énormément lutté, donc comme Tomoyo pendant peut-être 2 ans ou 3 ans pour être intégrés dans le kernel. Et c'est assez compliqué parce qu'à chaque fois qu'il y avait une évolution sur le modèle Tomoyo qui était présenté et qui était normalement censé justifier son intégration dans le kernel parce que utile, il y a toujours la réponse qui est non mais ça SE Linux le fait. Et ça c'est assez problématique. Ou alors ça a toujours été ouais mais SE Linux peut aussi le faire, donc développons un module commun entre Tomoyo, SMAC et SE Linux. Et il est apparu en fait qu'il y a 6 pôles, 6 thèmes de sécurité qui sont assez classiques, qui sont l'intégrité, traçabilité, confidentialité, disponibilité, non-répudiation et authentification. Donc des thèmes importants de la sécurité qui permettent d'évaluer par exemple le modèle formel. Et avec le temps, justement, depuis quelques temps, depuis 2-3 ans, il y a des fonctionnalités qui ont été un peu facteurs communs et qui ont été retirées de ces modules et qui ont été développées à côté. Je prends l'exemple de l'authentification avec Case. Case, ça vous permet de gérer des certificats, par exemple ceux qui sont, qui sont stockés dans les puces TPM. Et au lieu que chaque module, chaque contrôleur d'accès ait sa propre implémentation, il y a une implémentation commune. Il y a aussi quelque chose qui doit être comme SecurityFS. SecurityFS, c'est un file system, si je ne me trompe pas, qui est chargé uniquement en mémoire et qui permet justement de rien écrire du tout sur le disque et de stocker des données qui donc qui vont disparaître, qui ne seront jamais stockées. Ça permet par exemple de stocker des clés. Ces fonctionnalités-là, elles ont été communes. Et donc on se rend compte qu'il y a un déplacement en fait du module qui couvre toute la sécurité système, tout le contrôleur d'accès, vers une espèce de partage des ressources, des fonctions. Et un autre exemple, c'est celui de la confidentialité. Pourquoi redévelopper tous les algorithmes de crypto pour chaque module, alors qu'on pourrait très bien avoir le dossier crypto qu'on a aujourd'hui dans le kernel. Voilà. Alors IMA, c'est un mécanisme de mesurement de l'intégrité. Donc c'est pareil, c'est un système qui va faire des hashes sur chaque fichier et qui va stocker ce fichier de hash et qui va le valider de temps en temps. L'audit, c'est un mécanisme kernel qui permet de gérer tout ce qui va être production de log. Et ça permet la traçabilité. Ça vous permet à un moment de dire que tel utilisateur a effectué telle action. Sujet qui agit sur une ressource, vous allez pouvoir le loguer. Vous allez vous assurer que c'est logué et vous allez vous assurer que vous pouvez le lire. Ça, c'est commun à tous les contrôles d'accès et donc ça a été factorisé. Alors, j'ai pas réussi à trouver d'exemple pour la disponibilité, la non-répudiation dans un système. La non-répudiation, c'est un peu comme une signature d'un contrat. Vous avez signé, vous ne pouvez plus dire que c'était pas vous. Voilà. Et j'ai pas réussi à en trouver dans le kernel. Alors, bon, la disponibilité d'un système, s'il y a des exemples, s'il y a des gens qui font des exemples, je prends. Je vais vous parler un petit peu de mon ressenti que j'ai quand je travaille sur cette partie de code. Donc, les conditions en fait, d'intégration des modules upstream, alors c'est un peu compliqué humainement de travailler. Enfin, on a eu Jean qui nous a parlé et David qui nous ont parlé de comment on travaillait la communauté, comment se faisait l'échange. Donc ça marche pareil, sauf qu'humainement c'est plus compliqué parce que ça parle de sécurité. Et donc on a souvent des positions de défense qui sont très très rigides et qui sont souvent je suis là depuis 20 ans, je connais la sécurité, votre modèle n'a pas de raison d'être, gardez votre implémentation. Merci, au revoir. Si c'est pas encore pire, votre solution est intéressante, il faudrait, au lieu de la développer à côté, la développer dans SE Linux. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué quand on se rend compte que c'est antinomique. Quand les contrôleurs d'accès, comme on a vu tout à l'heure, sont par fonctionnalité. Quand il y en a un qui travaille sur l'intégrité, un qui travaille sur la confidentialité, et que nous, on veut rajouter un contrôleur pour la non-répudiation, on ne peut pas forcément le faire merger avec un autre. Alors il y a quelques exemples de ça au cours de l'histoire. Il y a une grosse question, enfin cette question elle existe encore, même si là c'est en train de changer, qui est le stacking de modules. La possibilité d'avoir plusieurs modules les uns derrière les autres. Ça pose plusieurs problèmes parce qu'on ne sait pas comment les ordonner, lequel on met d'abord l'intégrité avant la confidentialité, etc. Et puis il y a surtout eu un refus des gens qui développent SE Linux, parce que pour eux, SE Linux devrait être le seul modèle de sécurité et devrait intégrer toutes les fonctionnalités
de sécurité. L'intégration de Tomoyo aussi, qui a pris énormément de temps. Ça, humainement, ça a été principalement parce que derrière les gens qui soumettent des patchs, donc des modules de sécurité à LSM, ils viennent toujours avec un petit patch au départ et une fonctionnalité qui est assez intéressante. Et puis, une fois qu'ils ont réussi à faire merger ce patch, ils viennent avec d'autres fonctionnalités qui sont là en fait parce que obligatoirement il faut enrichir le modèle. Et sinon, ça ne marche pas. Et donc il y a toute une série de patchs comme ça qui forcément doivent obligatoirement être mergés. Et ça pose problème parce que parfois on n'a pas les gens qui développent, qui maintiennent ce sous-système, ils n'ont pas envie de merger vos patchs. Donc ça pose des problèmes. Alors le rejet des fonctionnalités du genre because it's not secure, ça c'est, je l'ai vu plusieurs fois. Bon, ça je l'ai dit, sur les modèles ne couvrent pas forcément toutes les fonctionnalités, il n'y a pas de stacking. Et puis il y a un truc qui me choque, enfin il y a une réflexion aussi que j'ai souvent, c'est que le système de hook il n'est pas nouveau dans le kernel. On a NetFilter aussi qui fonctionne avec des hooks, on intercepte les paquets, et il n'y a personne qui a jamais pensé à se dire tiens je vais redévelopper un autre mécanisme à la place de NetFilter, mais qui soit branché aussi sur les mêmes hooks. Donc ça pourrait exister. Et ouais, on pourrait prendre les hooks pré-routing, post-routing, input, output, forwarding, et se dire, bah tiens, au lieu de faire ce que fait NetFilter, je vais le faire différemment, avec d'autres algorithmes, avec d'autres notions, d'autres modules. Si on est intelligent, on va faire une compatibilité avec les modules NetFilter pour pouvoir les intégrer, mais il n'y a personne qui fait ça. Les gens contribuent directement à NetFilter. Dans LSM, c'est pas vrai. Alors c'est peut-être historique parce que le projet LSM, il a été en fait un peu abandonné par les développeurs centraux. Linus a dit, bon, on va vous faire un système de hook et puis vous allez vous débrouiller. Et il n'y a jamais personne qui est retourné voir ce qui s'y passait en fait. Donc c'est un peu une jungle et cette jungle en fait, elle s'autogère. Et ça c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de retour de la communauté officielle sur ces questions-là. Donc alors pourquoi pas un mécanisme un seul et unique pour la sécurité. Il y a aussi quelque chose dont on parlait hier dans le train en venant. On avait un bouquin, je sais plus, je crois que c'est celui de Robert Love sur le kernel. Et puis je m'étais rendu compte que ce bouquin il couvre beaucoup d'aspects du kernel, mais j'ai aucun bouquin chez moi qui parle des LSM. Et ça, je me dis qu'il y a deux points. Alors peut-être que les personnes ne considèrent les LSM comme des mécanismes essentiels dans le kernel. On n'en a peut-être pas besoin. Mais, ou alors, peut-être que personne ne se dit que je vais aller voir ce qu'il y a dedans, quoi. Il y a une autre réflexion aussi qui est assez intéressante, c'est que ce mécanisme de hook, il est cool parce que du coup, il suffit de se plugger à des fonctions. Tiens, je récupère le hook pour read, et puis je vais empêcher cette application de lire. Alors, il y a beaucoup de gens qui se disent, je vais faire des hacks, et puis mon hack qui va être super parce que je vais pouvoir contrôler les processus, contrôler les utilisateurs, et puis je vais faire un peu une mélasse, et on passe du modèle formel au hack. Et au hack, parce que c'est assez facile de se plugger sur ces hooks, de contrôler tout son système, on peut faire des checks de temps, peu importe. Mais du coup, on a une disparité parce que les contributeurs qui viennent la plupart du temps une fois se rendent pas compte qu'en fait il faut une base formelle et il faut une réflexion globale en fait pour construire ce modèle. Et ça c'est très important. Parce qu'en réalité, sur la LSM, il ne faut pas poster du code. Sur la LSM, il faut dire qu'est-ce que vous voulez faire et comment vous allez le faire. Et après, vous pouvez poster votre code. C'est vraiment peut-être différent d'autres sous-systèmes où effectivement on prouve par le code. Là, non, il faut vraiment apporter l'explication. Alors moi, il y a aussi quelque chose qui me choque aussi dans la communauté. Alors, bon, ok, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que il y a beaucoup de modèles qui sont récents, qui auront peut-être le mérite d'être testés, et ils ne le sont pas. Et on se retrouve avec des modèles, la plupart, qui ont entre 30 et 40 ans, et il y a peut-être moyen de faire mieux et plus intelligent aujourd'hui. Un des points difficiles aussi, c'est la politique monolithique. Donc le contrôleur d'accès,
comme vous avez vu tout à l'heure, il est uniquement là pour appliquer votre politique de sécurité. Il a fait qu'appliquer ça. Et il y a des systèmes qui ont des politiques de sécurité de plus de 350 000 lignes. Donc vous allez écrire dans ces fichiers des triplets du genre cette application a le droit de faire cette action sur ce fichier. Et vous allez prendre toutes les applications, vous allez prendre toutes les actions et vous allez prendre tous les fichiers et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de résultats. Donc ça, c'est très compliqué et c'est comme ça que fonctionnent la plupart des mécanismes de contrôle d'accès aujourd'hui. Il y a des variantes et ce Linux va vous permettre de faire des catégorisations. Toutes les applications HTTP. Ça gagne un peu en granularité. Alors il y a deux questions qui surgissent du coup, c'est comment on fait pour rendre un contrôle d'accès dynamique, parce que là il est complètement statique et ça va être compliqué à configurer. Et le deuxième c'est comment on fait aussi pour ne pas perdre en granularité. Donc on peut se faire un petit graphique assez simple et qui est en fait l'orthogonalité. Donc on a une politique de mise à jour, une mise à jour de la politique possible, et la granularité orthogonale. Et d'un côté, on a une politique totalement grossière, de l'autre, on a une granularité totale. En bas, on est très dynamique, et en haut, on est très statique et monolithique. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse, on peut travailler n'importe où dans cet espace. Il n'y a pas de critique à dire. Si on est dans la grossièreté et qu'on met à jour sa politique une fois tous les X temps, c'est un mécanisme de sécurité qui peut très bien s'appliquer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui sont hautement dynamiques et dont la granularité est celle du système classique, c'est-à-dire basiquement sur l'UID et pas plus que ça. Voilà. Par contre, dans la dynamique, là c'est très important parce que ce que je fais, c'est ce que j'aime beaucoup faire, c'est déporter les décisions dans le réseau à d'autres endroits. C'est-à-dire que les décisions des appels système qui sont dans votre terminal, vous allez les déporter dans un réseau, où vous allez les faire décider par un autre contrôleur qui est ailleurs, et ça c'est assez intéressant. Ça ouvre une capacité dynamique de partage de l'information en dehors du système. Alors il y a 1 milliard de critiques pour ça. Okay. Un autre point qui est difficile justement sur le modèle monolithique. Alors aujourd'hui on a en fait des contrôles d'accès qui sont en bloc. Vous avez ce Linux, et quand vous configurez ce Linux, vous configurez tout. Vous configurez pour les process, pour le réseau, pour toutes les applications, vous l'avez vu. Et moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai écrit d'abord un module de sécurité, mais en fait, c'est un module de contrôle d'accès qui ne validait que le réseau. Il s'intéressait qu'au hook et LSM qui touchaient au réseau, c'est-à-dire comment on ouvre un socket, comment on le ferme, comment on écrit dans ce socket, etc. Et puis, je me moquais, c'est des processus, aller lire le file system. Ça avait du sens parce que ça me faisait ce qu'on appelait à l'époque le pare-feu interactif. Et voilà, on avait un firewall qui était intéressant comme ça, qui ne travaillait pas sur les paquets, mais qui travaillait sur le côté action des applications sur le réseau. Et puis je me moquais du file system, de la mémoire, et plein d'autres choses. Et je me suis rendu compte que c'était assez intéressant, parce que si moi je développais ce module que j'appelais Net0, et si toi tu développais ce module, tu as un autre module que tu appelais Net1, et puis il y a 3 autres personnes qui vont développer le F0, F1 et F2, qui sont des mécanismes différents de gestion, moi je vais pouvoir me choisir à terme, pourquoi pas, un contrôle d'accès non plus monolithique et simple, mais un contrôle d'accès qui sera, ok, je veux ça pour mon file system, cette politique d'accès pour mon net et ça pour ma mémoire, et puis voilà, mon bloc. Mais ça pose un nouveau problème en fait, qui est le mécanisme d'échange d'informations entre ces sous-modules. Parce que ici, quand on utilisait ce Linux, le mécanisme d'interaction et d'échange d'informations, le modèle formel, lui, il est clair et il est unique. Alors qu'ici, le modèle formel, il va devoir expliciter l'interaction entre les sous-parties, entre les sous-modules. Et je pense que ça, c'est une idée, en fait, parce que on va pouvoir, avec ça, avoir un seul et unique contrôle d'accès dans Linux qui va permettre de choisir si on veut de l'intégrité pour la mémoire, si on veut de la confidentialité pour le réseau, et si on veut de la confidentialité pour le file system. Et voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions. Oui. Ouais, c'est ça, c'est...
Alors la question concerne en fait le mécanisme d'échange, donc la théorie du mécanisme d'échange, comment on met en place ça. J'en sais rien encore. Ça je sais pas. C'est compliqué en fait parce que moi l'idée que j'ai c'est que le modèle formel il couvrira tout forcément. Il couvrira tous les aspects. Par contre, ce qui va pouvoir être intéressant, c'est que si vous vous souvenez tout à l'heure, on avait les domaines d'application. Donc ces domaines d'application, en fait, au lieu d'être uniques à un utilisateur, ils vont pas être que uniques à un utilisateur. Ils vont être aussi paramètres de est-ce qu'on est dans des objets qui touchent au réseau, des objets qui touchent au file system ou des objets qui touchent à un autre thème. Donc ça reviendrait à dire que le domaine il n'est pas applicable en 2 dimensions, mais il est applicable en une 3e dimension qu'on va projeter. Et que cette dimension, en fait, elle correspond au thème, file system, réseau, etc. Et cet objet, en fait, il n'est pas plat. Cet objet, il est en hauteur et il est différent. Il a une différente forme s'il est dans le réseau ici, s'il est dans le file system ici, et s'il est dans une autre ressource là. Donc ça, par contre, ça n'existe pas encore, c'est pas encore implémenté. J'ai un modèle formel de ça, mais il est en cours d'élaboration. Et ça, c'est en fait, c'est juste des maths qui sont basés sur en fait la théorie des ensembles, mais c'est assez basique. C'est assez basique. Il y a une autre idée aussi, tiens, mathématicien, on va en parler. Il y a une autre idée qui moi je trouve intéressante, c'est que ces modèles-là, ils sont basés sur la théorie des ensembles, d'inclusion, etc. Et il y a tous les modèles, donc ceux qui datent des années 70, en fait, s'arrêtent à la dénomination d'intersection, d'ensemble supérieur A, de droit supérieur A. Mais il n'y a personne qui a introduit la topologie pour faire des notions de distance, pour faire des notions de limite, d'objet. Est-ce que cet objet est plus au centre du domaine que celui-là? Est-ce que ce sujet a une capacité à agir sur cet objet plus que ce sujet-là parce qu'il est plus loin dans l'espace? C'est des questions qui sont intéressantes et qui ne sont pas traitées dans les modèles formels en fait. Mais pourtant, on a décrit la théorie ensembliste pour ces modèles. Donc il ne reste plus qu'à appliquer ces notions de topologie, de métrique, etc. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça donne d'autres informations. Vous pouvez troller aussi. Hein. Des questions, des trolls? Oui. Qu'est-ce que tu leur as fait? Ils sont tous morts, là. Donc tu disais grosso modo qu'on a un manque cruel de granularité et puis qu'il y a des gardes-clochers là-dedans puisque chacun prêche un peu pour sa paroisse. Est-ce que c'est pas l'occasion d'essayer de proposer un modèle qui soit plus extensible et d'arrêter de travailler justement sur les développements de nouveaux modules, mais plutôt de travailler sur le développement d'un nouveau modèle avec tous les hooks dont tu parles, avec la possibilité de charger plusieurs modules et plusieurs politiques? Ça change complètement en fait le projet LSM. C'est le gros problème. Et en fait, c'est uniquement politique. Il y a 2 points principaux. C'est que il faut que cette communauté déjà voit que ce que tu proposes est intéressant et fonctionne. Et il faut aussi que le pacte avec Linux qui a été mis en place quand Linux en avait marre des gens qui faisaient de la sécurité, il leur a dit je vais vous faire des hooks et vous allez vous débrouiller. Il faut que ce pacte-là il soit rompu et qu'il y ait une capacité justement à des gens qui fassent du kernel de manière plus globale, les vrais thèmes puissent justement aller vers ces thèmes de sécurité et puissent les intégrer, les reviews, etc. Il n'y aurait pas moyen de faire un empilement entre ces hooks, par exemple, tu pourrais avoir peut-être des bêtises, mais une couche de sécu qui te permette de plugger par-dessus des nouveaux types de modules. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que, par exemple, le LSM stacking est en train d'être... il y a des patchs là depuis 2-3 semaines qui passent. Et juste pour rajouter un module d'accès qui s'appelle Yama, qui est aussi une fonctionnalité partagée. Et là, justement, se pose la question de... on a besoin du stacking, parce qu'on ne peut pas faire marcher Yama tout seul, mais on en a besoin. Et donc, il va falloir mettre un ordre. Et ça ne marchera jamais, parce que si tu commences à faire du stacking, il faut que tu mettes des priorités. Et si tu mets des priorités, comment on fait quoi? Il faut décrire un modèle qui puisse intégrer différents contrôles d'accès, de décision, etc. Et ça, je pense pas que ça marche. Alors après, de l'autre côté, proposer quelque chose qui est en remplacement, ça revient un peu à ce que disait Jean. Enfin,
ouais, disait Jean tout à l'heure, c'est que quand tu proposes des patchs, il faut les séparer, il faut voilà. Et puis tout à l'heure, on a eu l'exemple des 41 patchs et puis qui ont été subdivisés en sous-thèmes. Et je veux dire, quand tu proposes un mécanisme de contrôle d'accès qui traite tout le kernel et tout d'un coup, ça marche pas. Donc tu peux pas. Enfin, la difficulté, elle est aussi de comment ça va être soumis ça. Et comment ça va être view, et ça, j'en ai aucune idée. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des efforts des côtés du ASM qui soient faits et du côté des gens du kernel pour pouvoir se dire, bon, tout ce domaine-là, il y a peut-être une rénovation globale à faire. Et la question qu'on s'est pas posée avant, si on se la pose, il va falloir faire des efforts pour être gentil. Mm. Merci. Moi, le premier, j'étais le premier à m'en plaindre. Je disais, mais de toute façon, ça sert à rien de faire du suspend. Bon, le jour où j'ai eu un portable où ça marchait, j'ai trouvé que c'était pratique. Les LSM, j'ai jamais essayé. Je connais très très peu de gens qui en utilisent. C'est certainement encore assez obscur pour pas mal de monde. Il faut peut-être le temps que les gens découvrent et qu'on leur présente un petit peu à quoi ça sert. À partir du moment où les différents mainteneurs y trouvent une valeur ajoutée, d'abord pour eux, un petit peu comme le disait Jean tout à l'heure, ils seront peut-être déjà un peu plus favorables à réfléchir à des extensions de leur code qui n'aient pas forcément d'impact sur les performances, parce que c'est aussi un problème à prendre en compte. Il y a peut-être besoin de ça. Il y a peut-être vraiment besoin de présenter la valeur ajoutée de ces fonctionnalités-là pour arriver à faire collaborer tout le monde. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. D'autres questions? Question toute simple, est-ce que tu as une idée, que quelqu'un a une idée de justement ce que disait Willy, de qui utilise les LSM? On a quel pourcentage d'utilisateurs qui utilisent les LSM? Où est-ce que c'est implanté? Et est-ce qu'on a par exemple des utilisateurs clés ou des systèmes qui sont complètement dépendants des LSM? C'est plutôt en fait, historiquement, chaque distribution a un développeur qui est un peu côté sécurité LSM. Et donc chacun s'est penché sur un modèle. C'est-à-dire que le SE Linux il est plutôt développé entre le chapeau rouge et la NSA. Il y a SUSE qui a son mécanisme. Il y a AppArmor qui est plutôt de... Je crois que c'est... AppArmor c'est SUSE ou c'est Ubuntu? C'est SUSE, ouais c'est ça. AppArmor c'est SUSE. Tomoyo c'est un projet de recherche qui est développé par la NTT au Japon. Et en fait, chacun vient avec son modèle. Mais c'est lié à une distribution, en fait. Et Mageia, ne faites pas la bêtise d'avoir qu'un modèle. Nous, on n'a rien. Ouais. Ah non, on s'est posé la question, effectivement, de savoir ce qu'on allait intégrer. SE Linux est extrêmement intrusif, donc on a hésité et finalement, on n'a pas fait. Et c'est vrai que pour le moment, on n'a pas choisi de modèle. Et extrêmement complexe. c'est assez compliqué, en fait. Et il y a, à côté de ça, j'ai pas parlé de tous ceux qui sont en dehors du kernel. Hein. Je vais citer quand même JRSec et RSBAC, qui sont des modèles formels différents du Mandatory Access Control. Hein. RSBAC, c'est le rule set. Donc là, la politique, elle est basée sur les règles et non plus sur le sujet agit sur un objet. C'est basé sur des règles. Et c'est un modèle totalement différent. Et c'est pas intégré dans le kernel et c'est pas en voie d'être intégré. Et pourtant, il y a des clients, il y a des sociétés qui vendent du RSBAC, il y a des gens qui l'utilisent. Et voilà. Alors après, sur le pourcentage d'utilisation, je ne sais pas. Ça, c'est. Alors voilà, une des choses sur lesquelles moi je travaille en termes de dynamisme, hein, dans mon petit carré bleu, c'est justement d'avoir des remontées d'informations sur ce qui se passe sur les systèmes. Et donc d'être capable d'avoir une vision d'un réseau. Et la granularité, c'est plus au niveau du firewall ou du routeur. La granularité, c'est dans le kernel, au ring 0, d'avoir un processus qui agit et cette information on la remonte et on est capable de l'avoir dans le réseau. Ça c'est une granularité qui est plus fine. Alors, voilà. Une autre question? Moi je voudrais revenir sur tes petits cercles avec les intersections. Juste savoir si tu avais des pistes de réflexion sur comment est-ce que le fait qu'un objet soit plus proche que l'autre, ça peut impacter ce dernier.
Est-ce que tu avais commencé à réfléchir à Oui. ça? En fait, il y a cette distance-là, elle est intéressante parce que en fait, tout dépend de la distance. C'est toi qui décides ce que c'est. Dans un espace euclidien, tu dis que c'est la racine carrée de x au carré, y au carré. Il y a d'autres distances. Distance de Hausdorff, distance de ce que tu veux, distance de Hoffman, et il y a d'autres distances. Mais c'est toi qui l'as défini. Donc, si tu veux définir, j'ai plusieurs équations, mais elles n'ont pas vraiment de raison d'être plus que l'autre. Et, ce que moi je suis capable de faire, par contre, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a certaines distances qui font que les objets en fait se déplacent dans le domaine. Et ces objets, ils sont soit mieux maîtrisés, soit il y a une notion en fait de confiance. C'est-à-dire qu'un sujet va pouvoir agir sur un objet, et comme cet objet n'est pas à la limite du domaine mais central, alors il y a une notion de confiance. Cet objet, il appartient plus à ce sujet qu'à un autre. Et ça, c'est une notion de confiance. En termes, après, ce que j'ai pas envie de faire aujourd'hui, c'est que tout ça, tu peux aussi parler des attaques réseau. Par exemple, si tu as un mécanisme d'intégrité, donc qui va vérifier que tes fichiers ne sont pas modifiés, et ben ça, c'est pas sujet, ça te protège pas. Si on te vole ton fichier, on peut le lire. D'accord? Donc, ce que moi j'essaye de dire, c'est que quand un objet est plus proche d'un sujet, cette notion de confiance-là, elle va te permettre de dire que si un autre sujet essaye d'agir dessus, il va pas forcément passer d'abord, il va être préempté par le premier sujet. C'est assez compliqué parce que j'ai pas vraiment de notion de quels sont les types d'attaques, qui peuvent s'appliquer sur ces modèles nouveaux, et quelles sont les conséquences en termes clairs. Ça, j'en sais rien. Ça, c'est quelque chose que j'essaye pas faire parce que si tu commences à dire, voilà, j'ai des attaques type virus, troyen, etc., attaque réseau, disponibilité, donc surtout les thèmes, disponibilité, répudiation, confidentialité, etc., tu commences à lister des thèmes et puis tu vas en trouver un qui ne correspond pas à ton modèle, dont ton modèle ne te protège pas. Et tu vas essayer de rajouter des rustines pour dire, mon modèle, il est vulnérable là-dessus, alors je vais rajouter une rustine pour pouvoir me protéger. Et ça, du coup, tu fausses ta réflexion. Ce que j'essaie de faire, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est de dire, si j'ai un modèle comme ça, alors je peux lui rajouter des dimensions, des paramètres supplémentaires. Qu'est-ce que ça me donne, en fait, comme perspective? Cette notion de confiance, qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, j'en suis là, en fait. J'essaie de me dire, cette notion de confiance, pourquoi cet objet, dans mon équation, est plus loin que l'autre? Pourquoi? Et j'essaie de réfléchir. Mais ça, c'est d'aujourd'hui. Hein, Ouais. D'accord. Mm. Oui. Voilà. Ouais. Alors, je vais peut-être essayer de deviner ton truc. C'est que déjà, tu as plus de granularité. Tu vois, dans ce que tu décris, tu as plus de granularité que le contrôleur d'accès SE Linux de base. Et dans ta granularité-là, ce que tu essayes de faire en disant j'ai une liste d'actions séquentielles dans le temps, la première logique, et c'est ce que va faire l'antivirus français DAFI, c'est qu'ils vont créer des modèles de statistiques avancés. Et en fait, moi je me dis que les modèles de statistiques avancés, c'est pas le seul outil mathématique pour faire ça. Vu qu'on travaille sur des ensembles, il y a la topologie aussi qui existe. Donc, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Mais ouais, t'as compris le truc. C'est que si tu rentres dans la granularité, alors tu peux mieux décrire tes ensembles parce que tu as plusieurs dimensions, tu as plusieurs paramètres. Tu as x, y, z, machin. Et en fonction du temps. Et si tu as ces paramètres-là, alors il te faut des outils pour pouvoir calculer des distances, basiquement. Calculer de la métrique, peu importe. Voilà. Merci beaucoup.